les différents scénarios de crise que nous avons choisi de traiter aujourd'hui avec une première intervention sur un scénario dont vous connaissez peut-être l'histoire, puisque cette histoire, elle a inspiré La Servante écarlate, vous savez, ce roman de science-fiction dystopique qui a été écrit par Margaret Atwood en 1985, me semble-t-il, et qui a donné lieu à une série télé dont le titre est The Handmaid's Tale. Le scénario dans lequel on se projette maintenant nous plonge dans un futur où le taux de natalité est extrêmement bas. Et cette crise de la fertilité provoque une révolution politique et elle instaure un régime dictatorial, totalitaire, dans lequel tout est centré sur la nécessité de préserver la reproduction humaine. C'est le pitch de The Handmaid's Tale. La diminution lente et certaine de notre fertilité n'est pas un scénario totalement fictionnel. C'est un scénario bel et bien réel depuis une cinquantaine d'années. On est en train de vivre une crise de la fertilité humaine. En tout cas, c'est la question que l'on va se poser avec un spécialiste du sujet. Il est un des experts les plus reconnus au monde sur la question. Il est le chef du service de médecine de la reproduction et de la préservation de la fertilité à l'hôpital Béclair. C'est un précurseur. Il a notamment été le premier au monde à réaliser ce qu'on appelle une MIV, une maturation d'ovocytes in vitro. Je reçois Michael Greenberg. Est-ce que Michael, tu m'entends? Je t'entends, Michel. Bonjour Michael. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Michael, en 2017, il me semble qu'il y a une étude scientifique qui a démontré que la production de sperme avait chuté de près de 50% dans les pays occidentaux, en Europe, aux États-Unis, en Australie. La question est simple. Est-ce qu'on est en train de préparer l'extinction de l'humanité? Alors, je suis pas sûr que pour l'instant ça se pose en ces termes. C'est vrai que il se trouve qu'on a une baisse de ces paramètres spermatiques qui ont été détectés, mais pas que dans cette étude. Ça a été confirmé derrière. Et ça a été confirmé et ça a obligé finalement l'Organisation mondiale de la santé à revoir en quelque sorte ces normes. Parce que paradoxalement, en dépit de cette baisse avérée, il n'y avait pas de baisse de la fertilité à proprement parler. C'est-à-dire que les hommes continuaient à avoir le nombre d'enfants qu'ils voulaient avoir s'ils voulaient en avoir. Il n'y a pas eu d'augmentation à proprement parler de l'infertilité. Pour autant, on est obligé de s'inquiéter un petit peu de cette baisse des paramètres, parce qu'effectivement, on peut toujours se dire qu'il suffit d'un seul spermatozoïde pour que ça fonctionne, mais quand il y en a très très peu, malheureusement, c'est des cas qu'on voit régulièrement en infertilité, ça ne fonctionne pas. Donc on a quand même le droit de s'inquiéter un petit peu de cette baisse, car si elle continue et si elle se fait de manière permanente au cours des 10, 20, 50 prochaines années, on peut être effectivement particulièrement inquiet pour notre capacité à nous reproduire. Ceci étant, il faut savoir que ce n'est pas aujourd'hui le seul problème. Problème entre guillemets. Les sociétés évoluent, les femmes font de moins en moins d'enfants, en tout cas commencent à faire des enfants de plus en plus tard, et ça peut concourir aussi à une certaine baisse de la fertilité qui va pouvoir avoir lieu, puisque vous savez qu'avec le temps, la femme naît avec un stock d'ovules qui est définitif à la naissance et qui ne se renouvelle pas. Et l'âge, malheureusement, le temps va avoir une emprise sur cette fertilité et celle-ci va diminuer de manière importante à partir de 30 ans et de manière assez drastique à partir de 35. Donc, tous ces phénomènes-là, baisse des paramètres du sperme, évolution de la société avec des enfants faits de plus en plus tard, peut laisser penser au fait, dans le scénario le pire qui soit, à des difficultés particulièrement importantes pour pour l'être humain à continuer à se reproduire. Si la médecine ne fait pas de progrès et si l'environnement ne change pas, si les mentalités ne changent pas, en tout cas, il va falloir soit nous adapter, soit faire en sorte que la médecine s'adapte pour aider et sache prendre en charge ce type de problèmes qui sont sans doute notre futur. Il me semble que l'infertilité est considérée comme une maladie par l'OMS, c'est vrai? Alors la fertilité, c'est une maladie à proprement parler, effectivement. L'infertilité,
c'est une maladie au sens propre, reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, mais c'est une maladie assez particulière, c'est-à-dire que physiquement, on est en général pas mal portant, on va pas mourir d'une infertilité. Ceci étant, la souffrance psychologique générée par le fait de ne pas avoir d'enfant, dans un monde où aujourd'hui on est encore beaucoup à se dire qu'il faut avoir des enfants pour non seulement pérenniser l'espèce, mais aussi pour s'épanouir le plus pleinement possible, eh bien, cette souffrance psychologique, on la voit au quotidien, hein, c'est particulièrement compliqué à vivre pour ces couples-là, qui n'ont quelque part pas d'autres problèmes de santé que ça, pour la majorité d'entre eux. Mais cette souffrance psychologique doit et est une maladie tout aussi importante qu'une maladie qu'on peut appeler cancer ou autre maladie grave. Il y a une souffrance psychologique particulièrement importante. Si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez surtout pas à réagir dans le chat à droite sur la plateforme de Boma. Il y a quelques questions qui arrivent déjà. J'ai vu la question de Stéphanie que je poserai à la fin. Michael, quelles sont les causes de cette baisse de la fertilité? En Alors, les particulier, causes la baisse du niveau de sperme. Alors cette baisse, elle est principalement reliée à notre environnement finalement. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler du monde dans lequel on vit actuellement, de la pollution, de tout ce qui peut altérer notre qualité de vie, et ça n'altère pas seulement notre qualité de vie et notre capacité à sans doute pouvoir vivre de plus en plus vieux, mais ça altère aussi notre capacité de reproduction. Effectivement, on pense que les facteurs qui font baisser le sperme aujourd'hui, c'est les pesticides, c'est les polluants environnementaux, c'est même les expositions in utero des fœtus masculins, donc quand ils sont portés par leur mère, le mode de vie de leur mère, le mode d'alimentation, les expositions auxquelles ils seraient soumis déjà pendant la vie intra-utérine, pourraient avoir un impact sur la capacité future des testicules à produire les spermatozoïdes. Donc c'est vrai que notre environnement aujourd'hui est manifestement pas optimal et pas adéquat avec une capacité à pouvoir produire de manière idéale des spermatozoïdes et donc sans doute dans le futur à pouvoir nous reproduire de la manière dont on le désire. Euh, Aujourd'hui, les femmes, comme tu le disais tout à l'heure, font des enfants de plus en plus tard, pour des raisons évidentes, hein, de développement social, d'égalité aussi, femmes-hommes, ce qui diminue leur chance d'avoir des enfants. Est-ce qu'on peut biologiquement gommer cette inégalité entre les hommes et les femmes? Alors, tu l'as dit, c'est particulièrement important, c'est un vrai phénomène de société, et dans les sociétés occidentales, et sans doute dans le futur dans les autres sociétés, la femme va avoir une importance de plus en plus importante, qui va prendre de l'ampleur au niveau de la vie, de la vie professionnelle. Et donc les femmes vont maintenant, l'objectif c'est qu'elles deviennent l'égale de l'homme en tout point de vue, notamment professionnel. Euh, et ça commence à se voir. On a d'ailleurs, nous on le voit bien en médecine, hein, les facultés de médecine, il n'y a plus que des femmes qui réussissent le concours de première année, et ce qui n'était pas sans poser de problème pour les titres de ville, dès que les femmes sont enceintes, ça posait un problème pour les répartitions de garde, etc. Donc c'est un problème global, mais qui n'est pas un problème, qui est plutôt un progrès. Donc il faut le voir comme ça. Ceci étant, au-delà de ces problèmes, de ces évolutions sociétales, on fait face à une inégalité biologique qui persiste. C'est-à-dire que la société va plus vite que la biologie. Et les ajustements biologiques se mettent, si on reprend un peu les théories darwiniennes, etc., c'est sur 10, 20, 50 000, 100 000 années pour essayer de modifier, de se modifier. Donc on peut quand même être inquiet sur le fait de se dire, OK, on veut une égalité homme-femme dans notre quotidien, notamment professionnel, mais malheureusement, on a une inégalité biologique avec des femmes qui ont une fenêtre pour avoir des enfants qui est particulièrement limitée, qui démarre de la puberté et qui va s'arrêter à la ménopause. La ménopause étant 50 ans, mais on sait déjà qu'à partir de 40 ans, les capacités de reproduction sont particulièrement altérées. Et une femme qui essaie d'avoir un enfant à partir de 40 ans n'aura guère plus de 15% de chances de l'avoir au final.
Donc les capacités de reproduction sont déjà altérées à partir de 40. Donc finalement, la fenêtre vraiment de fertilité pour une femme, ça va commencer à 25 ans, même si c'est de moins en moins à 25 ans, puisque les femmes repoussent ce projet, pour aller, on va dire, de manière optimale, jusqu'à 35 ans. Donc c'est très très court. L'homme n'a pas cette problématique. L'homme, lui, à partir du moment où il a sa puberté, peut avoir des enfants tout au long de sa vie. Donc cette inégalité biologique, aujourd'hui, on ne sait pas la gommer et on n'a pas les moyens de la gommer. On a des moyens médicaux pour essayer de pallier à ce problème. Comment on pallie à ce problème aujourd'hui? C'est la congélation d'ovules. La congélation d'ovules aujourd'hui, pour des femmes qui auraient un désir de ne pas avoir d'enfants tout de suite, ou finalement de reprendre un peu un contrôle de leur reproduction, un petit peu comme elles le font avec la pilule, mais là le faire dans le but de pouvoir se dire, je ne veux pas avoir d'enfants à 30 ans ou 32 ans ou 33 ans, je prévois de les avoir plutôt à 40, sauf que je sais qu'à 40, je, je ne serai pas sans doute dans la situation optimale pour les avoir. Donc, je préfère mettre de côté des ovules tant que j'ai 25 ou 30 ans, des ovules de qualité optimale, qui me permettront d'avoir de grandes chances d'avoir un enfant, entre guillemets, au moment où je le voudrais. Donc, c'est un moyen médical, certes, donc qui permettra de gommer sans doute un peu dans le futur cette inégalité. Le temps, faut-il espérer, que les théories darwiniennes, etc., fassent que peut-être l'évolution permette à l'ovaire de s'adapter à la société et faire que les femmes puissent avoir éventuellement une fenêtre de fertilité qui soit plus importante. Quand on parle de cette ménopause, ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'il y a des voies de recherche qui sont importantes. Aujourd'hui, on est capable de prélever du tissu ovarien, d'enlever un ovaire, de faire une chirurgie à proprement parler, enlever un ovaire pour le regreffer à visée de fertilité. C'est fait dans le cancer pour des femmes qui vont avoir leurs fonctions ovariennes détruites par de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. On enlève un ovaire et on le regreffe une fois que les femmes sont guéries pour qu'elles puissent reprendre une activité ovarienne, reprendre des cycles, reprendre une fertilité, qu'elle soit naturelle ou éventuellement médicalement assistée. Et on commence à entendre parler de cette possibilité de prélever un ovaire finalement à des femmes, à presque, on pourrait dire toutes les femmes, puisque ce sont des organes pairs, les ovaires, et on n'a pas besoin de deux ovaires absolument pour vivre. On n'est pas moins fertile si on a un seul ovaire, et on n'aura pas moins d'enfants si on a un seul ovaire. C'est un organe pair qui vient, en fait, le deuxième ovaire est un peu un système de backup, un système de sécurité. Donc on se dit que si on l'enlève pour le congeler, pour figer le temps encore une fois, on sera capable, pour une femme qui a 50 ans, et qui ne veut pas prendre de traitement pour la ménopause ou qui voudrait éventuellement avoir un enfant à l'âge de 50 ou 55 ans, on pourrait lui regreffer ce tissu ovarien pour qu'elle puisse reprendre une des possibilités de fonctionnement ovarien et de grossesse naturelle. Alors bien sûr, éthiquement, ça va poser des problèmes parce que est-ce que le corps de la femme est fait à 55 ans pour porter un enfant? Sûrement pas. On sait que c'est des complications beaucoup plus importantes à la fois pour l'homme, pour le fœtus, pour le nouveau-né et pour la femme en cours de grossesse. Mais en tout cas, on réfléchit à des moyens de repousser cet âge de la ménopause et éventuellement de repousser cette problématique de baisse de fertilité avec le temps. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la MIV ou le MIV, cette première qui a été réalisée par toi et ton équipe en France? Alors, la MIV, la maturation in vitro, c'est la capacité, pour, euh, pour vous expliquer, pour congeler des ovules aujourd'hui, il faut donner des fortes doses d'hormones, stimulées pendant 10 à 15 jours avec des injections quotidiennes, des contrôles réguliers de prise de sang et d'échographie, et à la fin, une ponction, un prélèvement au bloc opératoire d'ovules qui ont été maturés à coups d'hormones, si vous voulez. Donc, les hormones vont permettre de faire mûrir les ovules et de les amener à un stade où ils auront le potentiel à pouvoir donner un embryon s'ils sont fécondés. Ce qu'on a fait avec cette MIV, cette NIV, maturation in vitro, c'est qu'on a shunté l'étape de stimulation ovarienne. C'est une femme qui ne pouvait pas avoir de stimulation de ses ovaires. Et cette femme-là avait été diagnostiquée avec une ménopause. Mais paradoxalement, c'était un processus immunologique qui commençait à attaquer ses ovules et qui en avait encore quelques-uns qu'on arrivait à voir en échographie. Mais ce sont des ovules qui sont très immatures et que normalement on est censé faire maturer avec les hormones. Or, dans sa situation, elle ne pouvait pas répondre aux hormones. Elle avait un profil déjà, elle n'avait plus de règles, elle avait un profil de ménopause en quelque sorte,
et elle allait inéluctablement vers la destruction de ces derniers ovules qui lui restaient, à échéance de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, on ne savait pas. Donc cette femme-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été lui prélever, lui ponctionner ses ovaires pour aller récupérer des ovules immatures, et on a fait le job de ce que font les hormones d'habitude que les femmes s'injectent pour induire un processus de maturation qui se fait normalement à l'intérieur des ovaires. Eh bien, on a tout fait au laboratoire. Et on a amené ces ovules à maturité, ce qui a permis de les congeler. Et au moment où cette femme-là était finalement ménopausée, avec une maladie qui a fini quelques mois après de détruire sa fonction ovarienne, on a pu, alors qu'elle était en statut de ménopause à proprement parler, on a pu décongeler ses ovules, les féconder pour obtenir un ou des embryons, et on a replacé cet embryon à l'intérieur de son utérus. On avait préparé l'utérus avec des hormones, puisqu'elle n'en produisait plus naturellement du fait de sa ménopause, et cette femme-là a accouché de jumeaux en l'occurrence. Donc c'était une première mondiale, on est très fiers de soi, ça, moi, mon équipe bien sûr. Et c'est vrai que c'est des avancées parce qu'il y a d'autres femmes qui soit ne peuvent pas recevoir d'hormones, parce qu'elles sont susceptibles de ne pas répondre, soit parce qu'elles ont des contre-indications médicales à ces traitements hormonaux. On peut penser au cancer du sein, des maladies qui sont hormonodépendantes, et ces femmes-là, on n'avait pas de solution à leur proposer. Donc là, on arrive avec une option, une alternative qui permet de faire mûrir les ovules au laboratoire. Alors pour l'instant, ça marche moins bien que la stimulation ovarienne, mais dans des cas où on ne peut rien faire, une vraie percée, une vraie avancée pour ces femmes. Michael, j'ai beaucoup de questions autour de l'éthique. Je vais essayer de synthétiser ces questions en une seule, parce qu'il nous reste peu de temps. Mais tant Isabelle Galli que Stéphanie Brosse que Muriel Epstein nous disent au travers du chat que il y a quand même une véritable question éthique derrière ce que tu fais, ce que tu fais avec ton équipe. Est-ce que l'éthique infuse tous vos travaux? Est-ce que vous prenez en compte évidemment l'éthique au-delà des aspects légaux? Stéphanie citait un autre point, c'est que en Amérique du Nord et notamment au Canada, ils sont très en avance par rapport à l'Occident sur l'intégration de ces questions. Isabelle notait en l'occurrence que il y a peut-être un risque que les femmes soient adaptées au monde du travail comme les hommes le sont, et ça c'est un vrai sujet autour de la productivité et finalement qui pose une question de l'utilisation de ces technologies à fin utilitariste. Et Muriel d'ailleurs soulignait le fait que c'est inquiétant. Jusqu'où on va aller dans l'artificialisation de notre production et comment l'éthique est remise au cœur de cette question? Alors, l'éthique, on baigne dans l'éthique en permanence. Je suis pas forcément d'accord sur le fait que les Américains et les Nord-Américains et les Canadiens soient forcément plus en avance sur des questions éthiques. Après, les débats, on les a tout autant dans des pays, dans l'immense majorité des pays industrialisés, avec des limites qui sont fixées en fonction de la culture, en fonction de la société dans laquelle on vit, et des choses qui peuvent être acceptées dans certaines sociétés et pas dans d'autres. Mais on sait qu'au quotidien, on baigne indépendamment, encore une fois, des problématiques légales, mais il faut savoir quand même que avant d'avoir des lois qui soient votées, et on est en plein dedans ces révisions de lois de bioéthique, il y a énormément de commissions d'éthique qui sont réunies, les professionnels sont interrogés, des associations de patients, des patients, le public est interrogé par rapport à ça. Donc, on est en permanence en train d'essayer de faire avec de la réflexion éthique pour essayer de garder un cadre et des limites qui soient, on va dire, raisonnables par rapport à ce qu'on estime être et par rapport à ce que la société estime euh, C'est au moment raisonnable. où ça se discute. C'est quoi le Pardon? raisonnable sur ce point? Béatrice Salé dit très justement, comment est-ce que tu fais la différence entre, par exemple, soigner et manipuler ou augmenter ou avoir cette capacité peut-être de choisir des embryons? La loi est là pour fixer un cadre, mais au quotidien, dans la clinique, comment est-ce que tu fais? Alors, comment on fait? Eh ben, en fait, déjà, on traite. Au quotidien, on traite, on soigne. On soigne une maladie, c'est ce qu'on a dit au tout début. L'infertilité est une maladie. Donc aujourd'hui, on traite des femmes infertiles. La question qui va se poser quand la congélation d'ovocytes va s'ouvrir déjà
pour des femmes qui n'ont pas de maladie, puisque ce n'est pas le cas en France, c'est le cas dans beaucoup de pays, va se poser la question de faire subir à des femmes des traitements pour éventuellement congeler des ovules, alors qu'elles n'en auront sans doute pour la majorité d'entre elles pas besoin, puisqu'elles feront leurs enfants naturellement. Donc là, c'est de la médicalisation pour quelque chose qui n'est pas indispensable. C'est une espèce de capitalisation où on fait un pari qu'on sera peut-être infertile un jour et qu'on préfère garder des ovules de côté. Donc là, on est dans de la prévention. Alors, je ne suis pas sûr qu'on manipule à proprement parler, même s'il y a toujours de la manipulation au sens premier du terme au laboratoire. On manipule des gamètes, on va les congeler, on va les féconder. Donc, il y a de la manipulation et il y a de la biologie, mais il y a de la biologie qui a un objectif qui est celle de traiter. Après, pour ce qui est des problématiques, on va mettre les pieds dans le plat directement, des problématiques eugénistes, notamment avec la sélection des embryons. Aujourd'hui, en France, ce n'est pas le cas dans tous les pays, on peut sélectionner des embryons quand ils sont porteurs d'une maladie d'une extrême gravité. On ne peut pas faire de diagnostic génétique pour des choix de sexe, sauf si ce sont des maladies qui ne sont transmises qu'aux garçons ou qu'aux filles, et dans ce cas-là, on peut être amené à choisir le sexe pour éviter la transmission de la maladie d'une gravité extrême, encore une fois. Mais on ne peut pas faire de choix de sexe de convenance. On ne peut pas faire de choix quant à la couleur des yeux, la couleur des cheveux, tous ces trucs-là. On ne sait pas le faire. D'ailleurs, on ne sait pas le faire. Aujourd'hui, on peut choisir le sexe. Aujourd'hui, on peut choisir, même si pour l'instant c'est encore interdit en France, quand on génère des embryons, on peut éviter de replacer ceux qui ont une trisomie 21, 18 ou 13, qui donnent soit des fausses couches, soit des échecs, ce qui permet d'arriver plus rapidement à la grossesse. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans des dérives eugénistes. L'eugénisme aujourd'hui, pour moi, c'est uniquement de faire des choix pour essayer de donner des avantages, ce qu'on va estimer être un avantage dans le quotidien d'une personne, ou ce qu'on estime être plus beau, moins beau. Ça, c'est de la dérive eugéniste. Aujourd'hui, on n'en est pas là du tout. Aujourd'hui, on est là pour essayer d'améliorer les taux de succès de ce qu'on fait, de limiter les taux d'échec. Et quand on va faire du choix, et quand je l'espère, ça va l'être autorisé par les lois de bioéthique, la possibilité de tester les embryons pour ne pas remettre ceux qui n'ont aucune chance de s'accrocher, ou ceux qui vont donner des fausses couches, source de souffrance importante pour les couples, parce que si on avait pu savoir à l'avance que ça ne s'accrocherait pas, on leur ferait perdre moins de temps, et ce serait beaucoup plus simple à gérer pour eux. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans la dérive eugéniste. Aujourd'hui, on est juste en amont de ce qu'on fait quand on fait du diagnostic prénatal, que aujourd'hui tout le monde fait quand on est dans des situations de grossesse et qu'on fait du dépistage. Sauf qu'on va faire du dépistage un petit peu plus tôt pour les patients qui sont infertiles. Merci beaucoup, Michael. Merci pour ce temps.